La pluie trempait les chaussures de Muna alors qu'elle se tenait devant le portail de la maison qu'elle avait habitée pendant 27 ans. Elle serrait un reçu, 18 000 $ de facture d'hôpital. Elle avait vidé ses économies, sauté des repas, vendu ses bijoux, tout cela pour permettre à ses parents de survivre, alors que personne d'autre ne se présentait. Mais aujourd'hui, alors que leur précieux fils Juba revenait de l'étranger, sa mère lui avait simplement dit « Tu en as assez fait, va vivre ailleurs, ton frère a besoin d'espace. » Ce soir-là, Muna ne s'est pas contentée de partir, elle a élaboré un plan pour leur montrer à quoi ressemble une vraie fille. Muna était le genre de fille dont tout parent devrait être fier, mais personne ne l'a jamais remarqué. Dès son plus jeune âge, elle s'occupait de tout à la maison, préparait les repas, lavait le linge et s'assurait que les factures soient payées à temps. Lorsque son père tomba gravement malade, Muna n'hésita pas. Elle abandonna son rêve d'aller à l'université pour rester à la maison et s'occuper de lui. Tandis que d'autres filles de son âge construisaient leur avenir, Muna soutenait sa famille de ses deux mains. Elle ne se plaignait jamais, ne demandait jamais rien en retour. Jour et nuit, elle prenait soin de ses parents, pensant qu'un jour peut-être il verrait combien elle les aimait, qu'un jour peut-être il les remercierait, mais ce jour n'est jamais venu. Ses parents ne l'ont jamais félicité, ne lui ont jamais témoigné autant d'amour qu'il l'avait fait pour son jeune frère. Pourtant, Muna a persévéré, espérant secrètement que ses sacrifices leur seraient utiles un jour. Juba est revenu de Dubaï comme une star, il portait des lunettes de soleil brillantes, marchait comme quelqu'un de très important et parlait avec fierté. Il n'avait pas appelé une seule fois quand leur père était malade, pas même une seule visite, pas un seul message pour prendre des nouvelles. Mais dès qu'il est entré dans la maison, tout a changé. Leurs parents ont couru le serrer dans leurs bras, un grand sourire aux lèvres, comme s'ils venaient d'assister à un miracle. Il se comportait comme s'il revenait de la guerre, et non d'un travail à l'étranger. Muna se tenait dans un coin et regardait. Les mêmes parents qui la remarquaient à peine ne cessaient de le féliciter. En quelques heures seulement, Juba était déjà traité comme un roi. Leur mère disait qu'il devait être fatigué, qu'il avait fait un long vol. Puis le pire arriva, elle regarda Muna et lui dit « S'il te plaît, aide-le à s'installer dans ta chambre, il a besoin de calme. » Le cœur de Muna se serra. Cette chambre n'était pas n'importe laquelle, c'était la sienne, celle près du moniteur de son père, celle où elle veillait de nombreuses nuits pour le surveiller, s'assurer qu'il respirait bien, où elle pleurait en silence et priait pour qu'il survive. Mais plus rien n'avait d'importance, car Juba était à la maison. Ils déménagèrent les affaires de Muna sans même lui demander conseil, plièrent ses vêtements comme si elle était une invitée, sa couverture préférée, ses livres, son oreiller, tout était rangé. Juba jeta son sac sur le lit comme s'il était le maître des lieux. Il ne la remercia même pas, il fit comme si tout lui appartenait. Muna resta là, se sentant toute petite, comme si elle n'existait pas. Elle ne se débattit pas, ne cria pas, mais quelque chose en elle commença à changer. Après tout ce qu'elle avait fait, après toutes ces nuits passées à rester éveillée, à sauter des repas et à renoncer à ses rêves, elle se sentait toujours moins importante. Tout cela parce que Juba était revenu, sans aucune aide, ni réconfort, ni gentillesse, juste sa fierté. Mais cela suffisait à leurs parents pour oublier leur fille qui avait été là chaque jour. Ce soir-là, Muna était assise seule dans le couloir, ses vieux draps sur les genoux, avec une pensée profonde dans le cœur, peut-être ne me verront-ils jamais tel que je suis vraiment. Un après-midi tranquille, Muna était dans la cuisine en train de préparer du thé pour son père lorsque sa mère l'appela dehors. Sa voix était douce, trop douce, comme si elle cachait quelque chose. Muna s'essuya les mains et la suivit, ne s'attendant à rien d'inhabituel, mais ce qu'elle vit lui fit un pincement au cœur. Son sac, contenant ses vêtements pliés, reposait tranquillement sur la véranda, comme s'il attendait qu'elle le prenne et parte. Elle regarda sa mère, perplexe. Sa mère posa doucement une main sur son épaule et lui dit « Tu as tant fait pour nous, il est peut-être temps que tu trouves ta propre vie. » Il n'y avait aucune émotion dans sa voix, aucune chaleur, aucun merci, aucune étreinte, pas même une larme. C'était comme si elle donnait une vieille chaise, et non la fille qui avait maintenu toute la maison en ordre. Muna resta figée, son regard allant du sac au visage de sa mère. Elle espérait un signe indiquant que c'était peut-être une blague, une erreur, mais rien ne changea. Sa mère ne lui expliqua rien, elle n'avait même pas l'air triste. À cet instant, Muna comprit qu'il ne lui demandait pas, il lui disait. Elle n'était plus nécessaire. Juba était revenu, et soudain, il n'y avait plus de place pour elle. Elle ne pleurait plus, ni là, ni devant la femme qui l'avait élevée puis repoussée comme une étrangère.
Lentement, elle ramassa son sac, serra ses bras plus fort et regarda autour d'elle la maison qu'elle avait entretenue avec tant d'amour. Chaque recoin lui rappelait un souvenir, les sols qu'elle lavait, la cuisine où elle cuisinait, la chaise où son père se reposait, le lit qu'elle avait abandonné, mais rien de tout cela ne lui appartenait plus. Elle ne cria pas, ne claqua pas la porte, ne demanda pas pourquoi, car au fond d'elle-même, elle connaissait déjà la réponse. Dans cette maison, l'amour était soumis à des conditions, la valeur avait un nom, et ce n'était pas Muna. Lorsqu'elle franchit le portail, le ciel était gris et un léger vent lui caressait les cheveux. Elle marqua une pause, se retourna et murmura, « Tu te souviendras de ce silence. » Puis elle s'éloigna, non pas avec colère, mais avec une force plus forte, tranquille. Son cœur était brisé, certes, mais pas amer. Elle savait qu'elle méritait mieux, même s'il ne le voyait pas. Et même si la porte lui avait été fermée, la vie venait d'ouvrir une nouvelle porte, et cette fois, elle porterait son nom. Muna n'avait pas beaucoup d'endroits où aller après avoir quitté la maison de ses parents. Elle appela son amie proche Lara, qui ne posa pas trop de questions, lui dit simplement « Viens ». Pendant 2 nuits, Muna dormit sur le petit canapé du salon de Lara, utilisant son sac comme oreiller. Elle resta silencieuse, s'efforçant de ne pas être un fardeau et passant des heures à réfléchir à la suite. La douleur du rejet de ses parents était encore vive, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester assise à pleurer éternellement. Elle avait besoin d'avancer. Le 3e matin, en consultant son téléphone, elle est tombée sur une offre d'emploi. Une petite entreprise de logistique recherchait un responsable des opérations terrestres, capable d'organiser les plannings, de gérer les livraisons et de résoudre les problèmes concrets sur le terrain. La plupart des gens l'auraient ignoré. Muna n'avait pas de diplôme, mais elle avait de l'expérience, celle qu'elle avait acquise en gérant les visites à l'hôpital, les médicaments, les rendez-vous et les factures, tout en gérant une maison. Elle ouvrit le tableur qu'elle avait créé pour les soins médicaux de son père, celui où elle avait suivi chaque rendez-vous chez le médecin, chaque médicament, chaque roupie dépensée et chaque échéance. Elle l'a nettoyé, en a fait un échantillon de ses compétences et l'a joint à sa candidature. Prenant une grande inspiration, elle a cliqué sur « Envoyer ». 2 jours plus tard, son téléphone a sonné. C'était l'entreprise. Il voulait la rencontrer. Elle portait des vêtements d'emprunt, ses cheveux étaient soigneusement attachés et elle est entrée dans le bureau avec une assurance sereine. Elle n'a pas parlé de sa douleur. Elle a parlé de son processus, de sa façon de gérer la pression, de faire fonctionner les systèmes. Le responsable était impressionné. Muna a décroché le poste. Dès le 1er jour, elle s'est donnée à fond. Elle a travaillé plus dur que quiconque, est restée tard, a résolu les problèmes avant même qu'ils ne surviennent et a progressivement commencé à instaurer la confiance au bureau. Ces tableurs ont permis à l'équipe d'éviter les retards. Son calme les a aidés à gérer le chaos aux heures de pointe. Elle n'était pas bruyante, mais ses résultats parlaient pour elle. En moins d'1 mois, son patron l'a convoquée au bureau et lui a dit « Tu n'es pas seulement bonne, tu es essentielle ». Elle a été promue responsable d'escale senior. Son salaire a triplé. Elle a quitté l'appartement de son ami pour emménager dans un petit appartement. Ce n'était pas luxueux, mais il avait quelque chose de spécial, la paix. Son propre lit. Sa propre clé. Son propre espace. L'époque où elle dormait sur un canapé était révolue. Muna avait quitté un foyer brisé et s'était dirigée vers un avenir meilleur. Et cette fois, elle n'allait pas attendre que quiconque voie sa valeur. Elle l'avait déjà prouvé. Moins d'1 an après avoir dormi sur le canapé de son ami, la vie de Muna avait complètement changé. Elle n'était plus la fille discrète que tout le monde ignorait. Elle était devenue la femme que tous les employés du bureau respectaient. Ses idées étaient percutantes, ses plans intelligents et son travail était plus éloquent que n'importe quel discours. L'entreprise connaissait une croissance rapide, et Muna était l'une des clés de son succès. Elle avait pris le temps d'étudier chaque itinéraire emprunté par les camions de l'entreprise, chaque arrêt, chaque retard, chaque surcoût. Elle observait tout attentivement. Puis elle a commencé à modifier les choses. Elle a supprimé les déplacements inutiles, organisé des horaires plus intelligents et rendu l'ensemble du système de transport plus rapide et moins cher. En seulement 6 mois, son plan a permis à l'entreprise d'économiser plus de 2 millions de dollars. Le patron était stupéfait. L'équipe était fière, et tout le monde s'est demandé, qui est Muna? Bientôt, son histoire a fait la une des journaux locaux. Et puis, un événement majeur s'est produit.
Un célèbre magazine, Women Who Lead, a voulu la mettre en avant. Ils avaient entendu parler d'une jeune femme partie de rien et qui avait contribué à sauver une entreprise en pleine croissance. Grâce à son intelligence et à son travail acharné, elle était la seule à pouvoir l'interviewer. Muna portait un simple chemisier blanc. Les cheveux soigneusement attachés en arrière, elle était calme, polie et honnête. Ils l'ont interrogée sur son passé, sur ses débuts sans diplôme, sans soutien et sans domicile. Ils lui ont demandé comment elle était restée forte quand la vie l'a poussée vers la sortie. Muna n'a pas dit grand-chose. Elle a juste souri et a dit « être rejetée comme un puissant carburant ». Cette phrase est restée gravée dans la mémoire de tous ceux qui ont lu l'article. Le magazine est sorti une semaine plus tard, et le visage de Muna était en première page. Elle se tenait droite, regardant droit vers l'objectif, confiante, sereine et calme. Ses amis l'appelaient, ses anciens camarades de classe lui envoyaient des messages. Même les gens de son bureau étaient surpris et fiers. Mais Muna ne se laissait pas abattre par la célébrité. Elle arrivait toujours tôt au travail, portait toujours son carnet et aidait les autres quand ils étaient bloqués. Mais au fond d'elle, quelque chose avait guéri. Pour la première fois de sa vie, on la voyait. Non pas comme la fille de quelqu'un, ni comme la sœur de quelqu'un, mais comme Muna. Forte, intelligente et invincible. Et cette fois, le monde entier le savait. Tandis que la vie de Muna s'améliorait chaque jour, les choses commençaient à se dégrader lentement dans son ancienne maison. Au début, personne ne dit mot, mais des failles se dessinaient en coulisses. Juba, leur fils chéri, avait investi une grosse somme d'argent en crypto-monnaie, espérant qu'elle doublerait rapidement. Mais au lieu de faire des bénéfices, il a presque tout perdu. Le style de vie luxueux dont il affichait n'était plus que faux sourires et stress croissant. Les factures commençaient à s'accumuler. La maison où ils vivaient tous était toujours sous le coup d'un prêt, et les paiements étaient désormais en retard. Des lettres de la banque arrivèrent, avertissant de poursuites judiciaires. La clinique où leur père avait été opéré commença également à appeler, s'enquérant du montant restant dû pour le traitement. Mais cette fois, Muna n'était pas là pour répondre à ces appels, pour s'occuper du désordre, pour réparer ce que les autres avaient cassé. Malgré tout cela, ses parents ne l'appelèrent pas. Pas un seul message, pas un mot. Ils restèrent silencieux, peut-être par honte, peut-être par fierté. Mais au fond de cette maison, le silence était plus pesant que jamais, surtout dans son ancienne chambre. La pièce où elle s'asseyait autrefois au chevet de son père, la pièce où elle priait, pleurait et donnait tout ce qu'elle avait. Cette pièce était autrefois remplie d'attention. Maintenant, elle était vide, froide et silencieuse. Sa mère passait devant cette porte tous les jours, mais elle lui rappelait ce qu'elles avaient perdu. Pas seulement une fille, mais une bouée de sauvetage. Les choses qu'ils ignoraient autrefois commençaient à prendre de l'importance. Les repas n'avaient plus le même goût sans Muna. La maison semblait en désordre. Il n'y avait personne pour apaiser les disputes, personne pour maintenir le calme. Juba n'avait ni réponse, ni argent, ni plan. Il était revenu avec fierté, mais maintenant il était assis dans la même maison, se sentant inutile. Les parents qui autrefois le félicitaient étaient maintenant inquiets, désorientés, et commençaient peu à peu à comprendre la vérité. Celui qu'ils avaient renvoyé était celui qui les avait toujours soutenus. Mais ils restèrent silencieux. Peut-être ne savaient-ils pas comment demander de l'aide. Peut-être avaient-ils trop peur de l'affronter. Quelle que soit la raison, ils n'ont pas appelé. Mais Muna le sentait. Elle n'avait pas besoin d'un message pour le savoir. Au fond d'elle-même, elle savait que la maison qu'elle avait construite avec amour et sacrifice s'effondrait sans elle. Et cette fois, personne ne pouvait empêcher les fissures de se propager. C'était un jeudi matin comme les autres. Muna était dans son bureau, examinant des documents et préparant une réunion d'équipe. Le soleil brillait et sa journée se déroulait sans encombre, jusqu'à ce que la réceptionniste entre et dise « Il y a 2 personnes ici qui demandent à vous voir. » Elles disent que ce sont vos parents. Muna resta figée une seconde. Son stylo lui glissa des mains. Elle n'avait pas eu de leurs nouvelles depuis des mois. Lentement, elle se leva et se dirigea vers le hall d'entrée. Et ils étaient là. Sa mère, l'air fatigué et plus âgé que dans ses souvenirs. Son père, maigre, s'appuyant sur le bras de sa mère pour se soutenir. Tous deux semblaient déplacés, incertains, nerveux, presque honteux. Au début, ils ne parlèrent pas beaucoup. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes et elle serra doucement la main de son mari. Puis, d'une voix douce et brisée,
elle dit, nous ne savions plus vers qui nous tourner. Cette phrase frappa Muna de plein fouet. Tant de choses s'étaient passées entre elles. Pourtant, ils étaient là, espérant qu'elle les aiderait. Ils lui dirent la vérité. Juba était parti. Il n'a pas supporté le stress et a disparu sans prévenir personne. La banque avait envoyé un dernier avis de saisie. La maison était sur le point d'être saisie. Leur maison, celle que Muna avait nettoyée, entretenue et pour laquelle elle avait même sacrifié son avenir, était à quelques jours d'être vendue aux enchères. Les factures médicales impayées étaient également de retour. La clinique ne répondait plus à leurs appels. Il n'y avait plus personne. Pas de renfort. Pas de plan. Juste de la peur. Muna regarda ses parents en silence. Elle se souvenait de tout. La nuit où ils lui ont demandé de partir. Le sac sur la véranda. Le silence qui a suivi. Une partie d'elle-même aurait voulu se détourner. Pour leur rappeler à quel point il la rendait invisible. Mais elle ne l'a pas fait. Elle avait déjà surmonté cette douleur. Maintenant, elle était plus forte, plus sage et plus consciente de qui elle était. Elle leur demanda de s'asseoir. Son assistante apporta de l'eau. Elle n'éleva pas la voix et ne demanda pas « Pourquoi maintenant ?» Elle écouta simplement. Et pour la première fois de sa vie, ses parents la considérèrent non pas comme une aide ou une figure secondaire, mais comme leur seul espoir. Ce moment en disait long. La fille qu'ils avaient autrefois mise de côté était désormais celle dont ils avaient le plus besoin. Et même s'ils ne s'étaient jamais dit merci auparavant, leurs yeux exprimaient désormais une profonde gratitude. Des regrets. Du respect. Et peut-être, juste peut-être, un amour arrivé trop tard. Ce soir-là, Muna était assise seule dans son appartement, réfléchissant profondément. Ses parents étaient venus la voir non pas avec fierté, mais avec peur et les mains vides. Ils avaient tout perdu. Leur maison, leur paix et leur fils qui avaient disparu sans un mot. Muna n'était pas en colère. Elle ne voulait pas les punir. Mais elle savait aussi qu'elle devait faire preuve de sagesse. Les aider à nouveau aveuglément ne ferait que répéter le passé. Cette fois, les choses devaient être différentes. Elle sortit son chéquier et inscrivit discrètement un montant qui permettrait de rembourser le prêt, de payer les factures d'hôpital et de leur donner un nouveau départ. C'était une grosse somme, mais elle n'hésita pas. L'argent n'était pas le problème. Le respect était là. La confiance était là. Elle avait déjà donné les deux, et ils avaient été jetés. Elle devait désormais se protéger, non pas par la colère, mais par des limites. Avec le chèque, elle ajoutait une lettre dactylographiée. Elle contenait 3 conditions claires. La première, c'est que ses parents emménageraient dans un nouvel appartement. Un appartement qu'elle paierait, mais à son nom. Fini les problèmes familiaux. Fini le contrôle partagé. Le deuxième point, le titre de propriété de la maison, une fois sauvé des enchères, serait transféré directement à Muna. Elle avait bâti cette maison au prix de ses sacrifices, et elle en serait désormais légalement propriétaire. Troisièmement, tous les biens familiaux, des biens immobiliers aux finances, seraient désormais placés sous sa gestion légale. Il ne s'agissait pas de pouvoir, mais de préserver la paix. Elle imprima la lettre, la plaça dans une enveloppe soignée et la couvrit d'une main calme. Le lendemain, lorsque ses parents revinrent à son bureau, elle la leur remit avec le chèque. Son père la lut lentement. Sa mère regarda Muna, surprise, peut-être même blessée au début. Mais le visage de Muna ne trahissait pas la colère. Il exprimait la force, celle qu'on acquiert en s'étant brûlé et en apprenant à ne plus s'enflammer. Elle parlait doucement et clairement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'ordre. Si j'aide, je dois m'assurer que nous ne revenions jamais à ce qui nous a brisés. Le silence régnait dans la pièce, mais il n'était plus pesant. C'était clair. Ses parents hochèrent la tête. Ils comprenaient maintenant. Cette fille, celle qu'ils avaient oubliée, ignorée, mise de côté, ne les aidait pas seulement une fois de plus. Elle dirigeait désormais la famille, et cette fois, elle le faisait à sa façon. 6 mois passèrent, et la maison, autrefois pleine de souffrances, avait complètement changé. Muna l'avait réparée, repeinte et transformée en un lieu nouveau. Plus qu'une simple maison, mais un symbole de son parcours. Son nom était désormais clairement inscrit sur le portail, un nom autrefois oublié entre ces mêmes murs. Elle avait prévu un dîner, non pas pour se mettre en valeur, mais pour célébrer un nouveau chapitre.
Mais ce dîner était différent. Il n'était pas rempli de proches ni de membres âgés de la famille. Les invités étaient des femmes de refuge, des jeunes filles à qui on avait dit un jour qu'elles n'étaient pas à la hauteur, et des étudiantes que Muna avait discrètement soutenues en leur accordant des bourses. C'étaient des gens qui, comme elle, avaient été négligés, mis de côté ou oubliés. Maintenant, ils étaient assis à une longue table, riant, mangeant et se sentant à leur place. La maison était pleine de joie ce soir-là, non pas de faux sourires, mais d'une vraie chaleur. Il n'y avait aucune tension, aucun jugement, aucune blessure rougie, juste la paix, la gentillesse et le respect. Les visiteurs ont visité la maison et ont remarqué le soin avec lequel Muna avait tout conçu. Simple, calme et plein de cœur. Ce n'était pas seulement beau, c'était rassurant. Quelqu'un lui demanda doucement, « Pourquoi ta famille n'est-elle pas là ?» Muna regarda autour d'elle les visages souriants, les filles s'aidant à manger, les femmes partageant des histoires sans crainte. Puis elle sourit et dit doucement, « La famille, ce n'est pas celle qui partage ton sang, c'est celle qui se montre disponible quand la veine est tarie. » Cette phrase resta gravée dans la mémoire de tous. Muna n'avait pas besoin d'en dire plus, ceux qui avaient besoin de comprendre le faisaient déjà. Ses parents n'étaient pas invités, non par haine, mais parce qu'elle avait appris que tout le monde ne mérite pas une place à votre table simplement parce qu'ils portent le même nom de famille. Elle avait construit ce foyer dans la douleur, mais il était rempli d'un but. Les filles qu'elle parrainait la serraient fort dans leurs bras ce soir-là, les femmes qu'elle aidait la regardaient avec respect. Et Muna, pour la première fois depuis longtemps, se sentit comblée, non pas par la colère ou la tristesse, mais par une joie silencieuse. Ce dîner n'était pas qu'une fête, c'était la preuve que la guérison est possible, qu'on peut reconstruire, qu'on peut créer une nouvelle famille, faite non pas de sang, mais d'amour, de loyauté et de présence. Et Muna avait fait exactement cela. Muna savait que son histoire n'était pas la sienne. Il y avait beaucoup de filles comme elle, des filles qui donnaient tout, mais qui étaient traitées comme des moins que rien, des filles à qui on disait de se sacrifier, de se taire et de disparaître quand on n'avait plus besoin d'elles. Muna a décidé qu'elle ne laisserait pas leurs histoires se terminer comme la sienne a failli le faire. Elle a donc lancé quelque chose de plus grand qu'elle-même, la fondation La Table de Muna. Il ne s'agissait pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de donner voix, soutien et sécurité aux filles oubliées par ceux qu'elles aimaient le plus. Elle a fourni un logement à celles qui avaient été chassées de chez elles, des bourses à celles qui avaient abandonné l'école pour s'occuper de parents malades, et un accompagnement à celles qui étaient brisées par le manque de reconnaissance. Elle a veillé à ce qu'aucune fille ne se sente plus jamais aussi invisible qu'elle. Un jour, un panneau publicitaire géant est apparu sur l'autoroute près de son ancien quartier. On pouvait y lire le visage calme et confiant de Muna, accompagné d'une phrase puissante, « La table de Muna, où chaque fille a sa place ». Personne ne pouvait l'ignorer, personne ne pouvait nier ce qu'elle avait construit. On lui demandait, « Est-ce ta façon de te venger ?» Elle secouait la tête et répondait gentiment, « Non, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la protection, c'est de la guérison. » Elle ne voulait blesser personne, elle voulait juste aider ceux qui avaient encore une chance de s'élever. Elle n'était pas mue par la haine, mais par l'espoir. Muna n'a pas crié sur ce qui lui avait été fait, elle n'a traîné personne dans la boue. Au contraire, elle a utilisé son histoire pour éclairer la voie des autres. Elle n'a pas réécrit le passé, elle a réécrit ce que signifiait être une fille. Elle a bâti un héritage, non pas par amertume, mais par conviction, les filles ne sont ni des servantes, ni des remplaçantes, ni des seconds choix. Elles sont une force, des leaders, elles se suffisent à elles-mêmes. Et maintenant, grâce à sa fondation, Muna s'assurait que le monde le sache aussi. Une fille à la fois. Un siège à la fois. Un cœur guéri à la fois. Si l'histoire de Muna vous a touché, ne passez pas à côté. Identifiez une fille qui mérite le monde. Partagez ceci avec quelqu'un qui a toujours été la force silencieuse de sa famille. Republiez pour rappeler au monde entier qu'être négligé ne signifie pas être impuissant. Et si vous êtes une Muna, n'oubliez jamais que votre force tranquille est plus forte que vous ne le pensez. Construisons plus de tables où chaque fille aura sa place.